parti pour la troisième et dernière période de la grande team. On est toujours dans le temps réglementaire de l'émission. Yellow nous a rejoint. Et puis, pas mal de choses à vous proposer jusqu'à 22h. Mais avant cela, un petit rappel. Vous savez qu'il y a plein de choses à suivre en direct sur la 3. Eh bien, par exemple, ce samedi à partir de 13h30, le choc des promus Leeds United face à Fulham. Ce sera à suivre en direct avec Jean-Baptiste Assouan, toute son équipe, oui, ses chroniqueurs, ses invités. Et voilà, donc aucune raison de manquer ce très très beau rendez-vous. On va parler du classement FIFA, oui, du dernier classement FIFA avec la Belgique, toujours numéro 1. Mais avant cela, eh bien, un rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. En athlétisme, justice, les avocats de Lamine Diack ont déclaré qu'ils feront appel à la décision du tribunal qu'ils trouvent injuste et inhumaine. Basketball NBA, Giannis Antetokounmpo et LeBron James ont été élus à l'unanimité dans le premier 5 de la saison. L'ancien athlète Abderrahmane Ahmad a été élu président du comité olympique et sportif algérien pour 4 ans le week-end dernier avec 105 voix. En rugby, Afrique du Sud, la fédération sonne la reprise post-Covid le 26 septembre à Pretoria. Et puis en football, Idriss Diallo interpelle la FIFA. La FIFA veut supprimer les matchs retour et instaurer à la place une série de matchs à élimination directe afin de déterminer le champion. Et puis, la Ligue prononce des sanctions différentes après PSG-OM à Neymar, Kurzawa, Leandro Paredes et Dario Benedetto. Voilà, on va poursuivre notre programme, justement. Et la FIFA a rendu public son classement mensuel des sélections nationales. Au regard de ce classement, est-ce que vous pensez que la logique est respectée? Ça dépend. Ça vous laisse un peu sans voix. Moi, j'ai toujours eu un souci avec le mode de détermination du classement FIFA. Parce que j'ai du mal à m'expliquer tout simplement que ce mode de détermination-là ne donne pas une prépondérance aux compétitions internationales, là où toutes les formations pour l'enjeu se donnent à fond. La Belgique est une très bonne nation de football, demi-finaliste de la dernière phase finale de la Coupe du Monde, mais qui n'a rien gagné durant sa période dite dorée, avec des garçons comme Eden Hazard, comme le milieu de terrain fantasque Kevin De Bruyne, merci. Et je suis toujours surpris de l'avoir en tête devant des nations comme la France 2e et le Portugal 7e. Le Portugal qui a quand même remporté, même si c'est pour du beurre, vu que cette compétition n'a pas une reconnaissance internationale, la dernière Ligue des Nations, championne d'Europe en titre, qui se retrouve donc à la 7e place. Et la France championne du monde, 2e. Bon, beaucoup de nations ont eu à se plaindre déjà du mode de détermination du ranking au niveau de la FIFA. Mais si on s'en tient aux règles qui sont déjà mises en jeu, mais je pense que, vu que c'est un calcul qui est fait, ce classement, donc, disons, tout ça est conforme aux dispositions actuelles de la FIFA. Non, mais je ne suis pas d'accord avec Jean-Philippe. C'est comme, par exemple, il nous dit que si aujourd'hui, on prend un exemple, et je ne vais pas dénigrer l'équipe de l'Éthiopie, mais si l'Éthiopie remporte la Coupe du Monde, automatiquement, l'Éthiopie devient numéro 1 mondial, c'est ça? C'est dans cette logique. Donc, je dis qu'il faut qu'il y ait une pondération forte qui permette aux vainqueurs de se retrouver très haut. Parce que quand même, la France... Il y a un barème qui existe. Oui, mais la France, par rapport à la Belgique, par exemple, la France, par rapport à la Belgique, a fait de belles performances. La France est vice-championne d'Europe, championne du monde en titre. La Belgique, qu'est-ce qu'elle a fait durant ces dernières années? Juste une demi-finale de Coupe du Monde. Elle cumule beaucoup de points au niveau des matchs amicaux, au niveau des phases éliminatoires, et elle se retrouve à la tête. C'est-à-dire que... Voilà. Non, c'est-à-dire que... Constante en quoi? C'est-à-dire que Jean-Philippe, il y a un procédé qui est établi par rapport au pointage concernant les différentes équipes. Vous avez les tournois officiels. Coupe du Monde, Coupe continentale. Vous avez les éliminatoires des différentes compétitions. Vous avez les matchs amicaux. C'est à partir de ce moment-là qu'on établit les barèmes. Les barèmes sont connus. Donc, une équipe qui est régulière en termes de résultats sur plusieurs matchs amicaux ou éliminatoires, effectivement, elle gagne beaucoup de points. Et c'est ce qui fait la force de l'équipe de la Belgique, qui depuis des années est dans une certaine régularité par rapport aux autres équipes. D'ailleurs, sur le dernier classement, quand on le regarde là, sur la Ligue des Nations,
La France a fait 2 matchs de victoire, Belgique 2 matchs de victoire, Portugal 2 matchs de victoire. Les 3 sont dans le classement au niveau des 5 premières nations. Donc c'est tout ça qui est comptabilisé. Donc vous n'allez pas dire que quand on a gagné la Coupe du Monde, automatiquement, on doit donner la meilleure. Je n'ai pas dit automatiquement. Il faut tenir compte du règlement qui est établi et qui est connu par toutes les équipes. Je n'ai pas dit automatiquement, il faut que le vainqueur de la Coupe du Monde soit premier. J'ai dit, si on tient compte d'une certaine pondération, il est tout à fait normal de le retrouver premier. Mais c'est fait d'ailleurs. Mais c'est fait d'ailleurs. Il y a des critères qui existent. Il y a, comme le disait Aurélien Stéphane, il y a un barème qui existe. Quand vous gagnez un match amical, il y a des points que vous engrangez. Mais même quand vous gagnez... Voilà, on va être plus clair. Alors, pour la valorisation des résultats, la victoire pour le match, c'est 3 points. Le match nul, 1 point. La défaite, 0 point. Ensuite, il y a l'importance du match. Soit une rencontre amicale qui vaut 1 point et un match de qualification aux Coupes continentales qui vaut 2,5 points. Ensuite, il y a la valeur de l'adversaire. Absolument. Et enfin, il y a le coefficient de la confédération. Donc, c'est tous ces points-là qui favorisent... Donc, il n'y a pas de coefficient pour la compétition. Par exemple, la Coupe du Monde, il n'y a pas de... Voilà ce que je disais. On ne peut pas faire un classement où on omet de donner une pondération. Oui, mais il y a l'importance du match. Il y a l'importance du match. Je parlais de match éliminatoire. Non, il y a l'importance du match. Il y a l'importance du match et il y a les matchs de qualification aux Coupes continentales. L'importance du match est de combien? Et mondial, 2,5 points. Donc, un match de Coupe du Monde a la même pondération qu'un match de Coupe d'Europe, qu'un match de Coupe d'Afrique. Bien sûr, ce sont des matchs internationaux. Non, il n'y a pas de souci. Attention. Allez, Henri Jo. Ce sont des matchs internationaux. Non, il n'y a pas de souci. Et puis, il faut prendre en compte la position de, par exemple, vous avez évoqué la France. Il faut prendre la position de la France avant qu'elle ne remporte la Coupe du Monde. Absolument. La France était classée à quelle position? C'est en fonction de cela qu'il faut déterminer, qu'on détermine forcément le classement après avoir remporté le mondial. Si la France était 10e, forcément, elle ne peut pas quitter de la 10e place pour arriver à la première place. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, c'est un processus qui est normal. Par exemple, la Coupe du Monde avait une pondération différente, comme la Coupe d'Europe. Mais là, toutes les rencontres internationales ont la même pondération. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Vous cherchez à refaire les textes de loi? Mais c'est normal. On a vu tout simplement le président Infantino qui veut refaire l'organisation des matchs du championnat. Donc, les règles sont faites pour évoluer. Voilà. Donc, depuis un certain moment, il y a même certaines fédérations qui se plaignent du mode de détermination du ranking. Voilà. Moi, je trouve simplement que depuis que ce système a été mis en place, on voit des nations qui se retrouvent en tête, qui n'ont rien gagné. Mais ça marche. Je trouve ça un peu bizarre. Regardez, mon cher Jean-Philippe. Voilà. La France est à 1744 points, n'est-ce pas? Et la Belgique est à 1765 points. Les taux se resserrent entre les deux équipes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le procédé fonctionne très bien. Mais d'ailleurs, vous ne pouvez pas donner le même coefficient à tous les matchs, à toutes les compétitions et à tous les résultats. Vous comprenez très bien. Si vous jouez un adversaire comme je vais dire une méchanceté, comme l'Islande par exemple, vous ne pouvez pas avoir même le même nombre de points quand vous jouez un adversaire comme l'Allemagne. Quand vous battez une équipe comme Andorre, vous ne pouvez pas avoir le même nombre de points que quand vous battez une équipe comme le Brésil. Donc c'est une logique qui est établie depuis longtemps et qui est d'ailleurs connue par toutes les nations. Donc j'estime qu'à partir du moment où le règlement est établi, où on connaît les différents coefficients, où on connaît les résultats en fonction des compétitions, en fonction des adversaires, je pense qu'il n'y a pas de polémique. La Belgique, depuis de nombreuses années, mérite sa première place, mais la France est en train d'arriver revenir en force derrière. D'accord. On va pas dire du palmarès. D'accord. Très bien. Allez, revenons à nos réalités. On a vu le top 10 mondial. On va voir le top 10 Afrique en compagnie de Dorgelès Kofi. Allez, Dorgelès. La team. Oui, rebonsoir Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Est-ce que le classement a bougé? Est-ce que ça a changé? Regardons ensemble. D'abord, premier africain, oui, le Sénégal, les Lions de la Teranga est 20e mondial. Deuxième, c'est cette équipe, oui, de la Tunisie. Troisième, les Super Eagles du Nigeria. Quatrième, les Fennecs d'Algérie. Huitième, les Lions indomptables du Cameroun. Neuvième, les Aigles du Mali. Dixième, les Léopards de la RD Congo. La Côte d'Ivoire est 12e et 60e mondial. Pas extra pour la Côte d'Ivoire, donc qui n'est même pas dans le top 10, qui est 12e au plan continental, 60e au plan mondial. C'est normal pour vous qu'on ne soit pas dans ce top 10? Normal, parce que déjà, depuis un certain temps, les équipes nationales ne jouent pas de compétition, notamment en Afrique. La Côte d'Ivoire n'a pas joué de compétition. Et donc, elle garde toujours sa même place au niveau africain, à la place de 12e. Donc voilà, c'est un classement normal. Non, ça dit que le classement n'a pas bougé parce qu'il n'y a pas de match. Je dis à partir de novembre, il va y avoir des bouleversements dans le classement parce qu'il y a la compétition internationale qui revient avec les éliminatoires, 3e et 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais sur ça, la plupart de nos équipes-là
ont gagné des places dans le classement mondial parce qu'il y a eu la Ligue des Nations, il y a eu des résultats pour certains pays européens qui finalement ont été un peu déclassés, donc qui ont permis à nos pays là de monter un peu. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire quitte la 61e place, la 61e place pour la 60e place et égale son même nombre de points qui est de 1378 points. Donc c'est à cause de la Ligue des Nations. Et d'ailleurs, le Sénégal était 20e, le Sénégal est toujours 20e, la Tunisie était 27e, la Tunisie devient 26e, et puis le Nigeria, qui était 31e, devient 29e mondial. Donc ça bouge parce qu'en Europe, il y a eu des matchs, il y a eu des déclassements, il y a eu une certaine comptabilité, ce qui n'est pas encore le cas pour les équipes africaines. Mais très bientôt, avec la fenêtre internationale qui va s'ouvrir là au mois de septembre, repos pour l'Afrique, mois de novembre pour les Africains, ce classement-là va bouger un peu. Et d'ailleurs, même le match amical des éléphants du mois d'octobre prochain face au Nigeria pourrait faire bouger le classement. Et surtout, parce que le Nigeria est une grosse nation. Voilà, donc ça ferait un adversaire très important. Qui nous donnera peut-être beaucoup de points. Voilà, on espère que ce match se tiendra. On espère également que ce match se tiendra également par rapport au courrier que M. Sammy Tiassé a adressé à la FIFA. Mais je veux dire simplement que ces dernières années, la Côte d'Ivoire n'a pas eu de grands adversaires. Par contre, comparativement à la période de la génération dorée, où on pouvait croiser n'importe quelle grande nation du football mondial, la France, l'Italie, à chaque fois qu'on voulait avoir un grand adversaire, on l'avait. Aujourd'hui, même pour les matchs amicaux, il faut jouer face au Bénin, face au Togo, face à... Vous comprenez que je l'ai déjà dit. Moi, je remets toujours en cause le mode de détermination au niveau du classement. Mais je me plie au fait que ce mode existe très bien et qu'il faut analyser en fonction de ce mode. Mais je le remets en cause. Ce sont deux choses différentes. D'accord. Rapidement, avant de donner la parole à Henri Jo, juste une petite précision. Vous avez évoqué le courrier de Sammy Tiassé. Bon, il n'a aucune incidence sur les matchs amicaux. On est bien d'accord? Mais il a dit dans son courrier que même pour les organisations des matchs amicaux, ils ne savaient pas pratiquement comment ils allaient s'y prendre. Il a dit dans son courrier. Je ne sais pas les termes qu'il emploie exactement parce que je n'ai pas le courrier. Mais il parle plutôt de la préparation. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet, on en a déjà parlé. Il parle plutôt de la préparation. Bon, on espère que le match aura lieu. Son courrier n'a aucune incidence sur les matchs amicaux. Pour revenir à ce qu'il a dit en ce qui concerne la France, où ce classement-là ne figure pas au niveau du palmarès, ça compte réellement parce que, comme vous l'avez dit à l'instant, ça permet d'avoir des adversaires de haut calibre au niveau des matchs amicaux. Donc, la Côte d'Ivoire est obligée de jouer, comme vous l'avez dit, face au Bénin, face au Togo. Mais si on était, par exemple, classé 20e mondial et premier africain, peut-être on jouerait la France. On était 12e quand on a croisé la France avec... l'Italie. Non, on était 12e quand on a croisé la France avec Michel Ducier sur le banc de touche. Donc, le classement FIFA n'influence pas foncièrement les adversaires. Ça permet aux nations de mieux désigner leurs adversaires pour les matchs amicaux. Comprenez bien, les derniers matchs amicaux, rapidement, on termine là-dessus. Le Nigeria a joué contre le Brésil, le Sénégal a joué contre le Brésil il n'y a pas longtemps, parce que ce sont en ce moment les meilleurs sur le continent qui sortent des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Unies. Pas demi-finale. Si, les deux équipes ont été demi-finalistes de la dernière CAN des Nations. Et donc, ça les met dans une position où elles sont attirées par toutes les grandes nations. Et quand vous jouez les grandes nations, évidemment, vous gagnez beaucoup de points et vous êtes bien classés. D'accord, très bien. Allez, on poursuit. On va passer donc à la suite. Ce soir, Marie-Josée Talou et Cissé Gueye sont à Rome pour la 5e étape de la Ligue de Diamants. Ils représentent actuellement l'athlétisme ivoirien. Et bien d'ailleurs, comment se portent nos athlètes ? Ce jeudi, Marie-Josée Talou et Arthur Cissé Gueye s'aligneront dans leurs catégories respectives pour la 5e étape de la Ligue de Diamants à Rome. Depuis quelques semaines, ils sont de retour sur les pistes pour de nouveaux challenges. Deuxième à Berlin et premier à Marseille, Talou vise une autre médaille d'or, sa 2e de la saison ce soir. Mais face à elle se dressent de redoutables adversaires. La Suissesse Del Ponte Adjla, l'Américaine Hobbs Alea et la Jamaïcaine Hélène Thompson. Une grosse bataille se présente donc à la sprinteuse ivoirienne. Mais la mission n'est pas impossible. De son côté, Cissé Gueye est sur une bonne lancée. Depuis le début de la saison, l'Ivoirien multiplie les bonnes performances. Paré d'or à Ostrava en République tchèque et à Berlin en Allemagne, l'Ivoirien rêve d'autres grosses performances. Mais où sont passés Muriel Aouré et Meïté Ben Youssef ? En août dernier, Aouré avait remporté le meeting de Marietta en Géorgie sur 100 mètres. Depuis, elle n'a plus donné de nouvelles. Quant à Ben Youssef, il a disparu des radars. L'athlétisme ivoirien se résume-t-il aujourd'hui à Marie-Josée Talou et Arthur Cissé Gueye ?
Bon, alors comment est-ce que vous jugez le début de saison de Marie-Josée Talou et d'Arthur Cissé-Gué, Yellow? Alors, c'était plutôt mou de part et d'autre. On sait que Arthur Cissé-Gué, avec des problèmes au plan national pour pouvoir se déplacer, donc ça a forcément influencé son rendement une fois à Marseille. Mais il avait des problèmes administratifs. Bien évidemment. Et Josée Talou, elle a été 4e à Monaco, ensuite 3e à Stockholm et 1re à Marseille. Donc, elle est sur une pente plutôt croissante. Et Arthur Cissé-Gué est lui aussi sur une pente croissante. Donc, ça a commencé un petit peu mollement, mais après, ils ont pris leur marque et ça va bien. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire pouvait compter sur 4 athlètes. Il y avait 4 athlètes phares, disons. Marie-Josée Talou, Muriel Laouré chez les dames, et puis Meïté Ben Youssef, et puis Arthur Cissé-Gué chez les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? On a Cissé-Gué. Ça, c'est un acquis, comme vous l'avez dit. Au plan national aussi, on a des pépites qui commencent à monter. Je peux citer Kemosei Iris et Kwasi Nda Bledia au 100 mètres et au 200 mètres. Et puis chez les hommes, on a Ngouran Néhémi, Kwame Ange Daniel et Diomandé Ibrahim au 100 mètres. Donc quand même, ce sont des jeunes sur qui on peut compter dans les années à venir. Et on se rappelle que c'est la détection qui avait été mise en place au niveau de la fédération qui a permis que nous connaissions aujourd'hui un certain Cissé-Gué. Et c'est cette même détection qui continue avec les noms que je viens de citer. Donc je peux dire que dans les années à venir, on aura l'athlétisme ivoirien, surtout au niveau du sprint, on aura toujours de la relève. D'accord. Et puis il y avait également Kofi Wilfried. Voilà. Oui, on l'avait oublié celui-là parce que Mété est quasiment à la retraite. Donc, c'est Ouya qui était champion d'Afrique, je crois, en 2014, au championnat d'Afrique en 2014 sur 100 et 200 mètres. On avait été tous très bons d'ailleurs à cette compétition. Sur le dernier championnat d'Afrique au Nigeria, Talou avait fait doubler 100, 200. Gueux avait terminé, je crois, 2e sur 100. On avait terminé 6e avec 6 médailles sur l'ensemble de la compétition parce qu'on avait ces athlètes-là, Marie-Josée Talou, Muriel Auré, Ben, Ouya et Gué. Donc, on avait vraiment une sorte de dream team au plan africain qui nous avait permis de rivaliser avec les athlètes, les sprinteurs du Nigeria. Malheureusement, Mété est parti. Aouré n'est plus très en forme, on n'a pas vraiment ses nouvelles. Ouya est en Chine, on attend vraiment qu'il revienne véritablement dans la compétition. Seuls 2 gros, ou même 2 grosses personnes font le beau jointement de notre athlétisme. C'est Talou et Gué qui pour l'instant se comportent très bien sur les différentes courses et les pistes du côté de l'Europe. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que l'athlétisme ivoirien est un peu sur le déclin aujourd'hui? Non, je pense tout simplement que chaque athlète a son programme de reprise. Voilà, Cissé-Gué et Talou ont pratiquement le même entraîneur qui a concocté le même programme, qui se prépare sur des compétitions à plus long terme. On ne connaît pas le programme de préparation de Muriel Laouré, on ne connaît pas le programme de préparation des autres athlètes. On regarde du côté de la Jamaïque où se trouvent les principaux adversaires, par exemple, de Marie-Josée Talou, et on se rend compte que la Jamaïcaine Shelly Ann et Thompson, elles vont reprendre pratiquement aujourd'hui. Voilà, on ne les a pas vues sur des grands meetings. Non, elles ont repris. Bon, je dis pratiquement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, on les attendait beaucoup plus tôt dans la compétition comme Marie-Josée Talou. Donc, c'est dire, Muriel Laouré, on peut la voir peut-être en fin d'année, ou bien peut-être elle peut faire un arrow sur cette année, puisqu'il n'y a pas de gros challenge. Elle a pris un peu en âge. Peut-être qu'elle veut, après ses graves blessures, se ménager pour se préparer pour l'année olympique qui va venir l'année prochaine. Donc, je ne dirais pas que nous sommes sur le déclin. L'objectif principal de ces différents athlètes, c'était les Jeux olympiques. Et je pense que pour l'instant, chacun a fait une préparation en rapport avec ceci. D'accord. Eh bien, on en profite pour passer aussi le bonjour au coach de Marie-Josée Talou et d'Arthur Cissé-Gué, Anthony Kofi, voilà, qui fait un travail exceptionnel. Et on espère vraiment que nos athlètes vont être au top. Voilà, allez, on va se détendre maintenant. Ouais, dernière séquence de l'émission. On va savoir qui est le plus calé autour de la table.